Maestro, c'était en octobre 2013 quand Sony a lancé la gamme Alpha, son premier boîtier hybride plein format qui n'avait pas vraiment connu du succès et pour cause, des boîtiers peu ergonomiques et très peu d'ambition pour le monde professionnel, notamment pour les vidéastes. Seul un des emplacements SD était compatible UHS 2, des écrans non tactiles et sous-exploités avec une rotation à seulement 90 degrés. Allez comprendre pourquoi, j'en sais rien. Pas de vidéo en 10 bits, pas assez de fréquence d'image pour filmer des vidéos en slow motion, des menus un peu trop compliqué, bref, un grand nombre de défauts qui n'est pas du tout passé auprès des vidéastes et professionnels. Et entre 2013 et 2017, la gamme Alpha n'a pas tant évolué que ça parce qu'à chaque sortie des nouveaux boîtiers, on retrouvait toujours les mêmes défauts avec quelques améliorations seulement. Et parmi ces améliorations, on sentait qu'il y avait moyen de faire mieux mais qu'ils ne voulaient pas. C'était comme une volonté de l'air. Par exemple, quand Sony a sorti la Alpha 7 en 2013, eh bien l'écran n'était pas du tout tactile. Sur les prochains modèles plus tard, ils ont rendu l'écran tactile, mais attention, seulement pour faire la mise au point à l'écran. On pouvait cliquer sur l'écran et faire les points là où on souhaitait, mais impossible de naviguer dans les menus avec l'écran tactile. C'était frustrant, on sentait qu'ils voulaient préserver, garder les améliorations sur les prochains modèles et ça c'était très frustrant. Je pense aussi que le fait de vouloir faire un boîtier qui répondait à la fois aux critères photo et aux critères vidéo n'a pas du tout aidé Sony à se développer à cette époque. Clairement, on sentait qu'ils avaient du mal à gérer les deux, au-delà du fait qu'ils faisaient ses économies aussi sur ces améliorations. Bon, pour ça, tu me diras, c'est bien pour ne pas compromettre au boîtier plus haut de gamme. Mais le problème est que pendant que Sony faisait ses économies sur ces améliorations, tu avais Lumix qui était en train de totalement fumer les marchés de la vidéo avec la GH4 et la GH5. Deux boîtiers historiques qui sont venus corriger tous les défauts des Sony avec la 4K DCI, c'est-à-dire synchrone, capteur stabilisé sur 5 axes, port HDMI, attention je parle bien du vrai HDMI, pas les micro HDMI, un profil Vlog pour un très bel étalonnage combiné avec de la 422 10 bits mesdames et messieurs. Bref, ces boîtiers étaient juste les maestros de la vidéo. C'était les boîtiers parfaits de tous les vidéastes. Bon, faut avouer que ces boîtiers n'étaient pas très bons en basse lumière, mais avec autant d'avantages, qu'est-ce qu'on s'en foutait? Qu'est-ce qu'on s'en foutait de la basse lumière? J'en parle comme si c'était hier parce que je suis fier d'avoir vécu ces moments, cette guerre entre Sony et Panasonic, GH4, GH5, c'était incroyable. Ces moments, j'ai vécu ces moments, c'était sensationnel. La vidéo, c'est beau. Donc, pendant que Sony s'amusait à faire des économies sur des améliorations plutôt importantes, Panasonic lui avait une politique totalement différente, celle de mettre dans un boîtier tout ce qui était possible de mettre et sans compromis. Cela a coûté très cher à Sony puisqu'ils se sont retrouvés dos au mur durant de longues années. Elle aura essayé d'apporter quelques nouveautés, notamment avec la A7R II, mais là encore une fois, tu ressentais ces vieux démons qui disaient genre on peut mettre plus, on peut apporter davantage d'améliorations, mais on ne le fera pas pour vous faire chier. Et ce qui est encore plus énervant, c'est que la plupart des choses que Sony appelait nouveautés, eh bien nous on les avait déjà vues avec la GS5. Enfin, je sais pas si les ingénieurs de chez Sony regardaient un peu la concurrence qu'ils avaient créée ou pas, ou juste ils s'en foutaient totalement de nous. Vraiment, moi qui suis un fan de chez Sony, qui suis un pro Sony, j'en souffrais. J'en souffrais parce que je voulais que Sony nous propose la même chose que GS5 ou un équivalent. Mais malheureusement, ce ne fut jamais le cas. Je me rappelle même que quelquefois j'étais sur le point de totalement changer de marque parce que j'en avais marre des Sony avec ces améliorations retardées qui arrivaient tout le temps 10 ans plus tard. Bref, ça commençait à me saouler. Du coup, j'ai commencé à étudier un peu les marchés de la vidéo chez Panasonic parce que au-delà de la GH5 et la GH4, ils avaient aussi la G9 qui était un excellent boîtier. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai découvert les fameux kits Sigma 1835 plus la GH5, les kits du siècle, les kits vraiment parfaits pour tous les vidéastes. Et ces kits, petite parenthèse, ça a dominé les marchés de la vidéo pendant... tu vois le bail. Bref, tu comprends que Sony était très loin de celle que l'on connaît tous aujourd'hui parce qu'elle était derrière son concurrent direct, Panasonic. Et jusqu'en fin d'année 2017, Sony nous balance donc la fameuse Sony Alpha 7 III. My God.
Je me rappelle de la réaction que j'ai eue lorsque j'ai entendu la nouvelle sur la sortie de la Sony A7 III. J'étais comme waouh, Sony se réveille enfin. On allait enfin avoir ce que l'on attendait tous depuis tout ce temps. Alors, certes en retard par rapport aux autres marques, mais au moins on allait avoir de belles choses. Et lorsque j'ai lu la fiche technique, je t'avoue que j'étais un peu déçu, mais pour une fois, on avait des vraies améliorations. Alors, certes, la G5 avait toujours un cran au-dessus avec la vidéo en 10 bits, mais là où Sony avait pris l'avantage, c'était au niveau de son autofocus, parce que c'était très loin d'être l'une des préoccupations de la G5. La Sony A7 III nous proposait un autofocus en vidéo juste bluffant, chose qui était loin d'être le cas de la G5 avec son capteur micro 4 tiers, qui était une galère à utiliser en basse lumière. Sony nous proposait un capteur plein format capable de filmer en 4K UHD, je précise, tout en conservant la stabilisation intégrée sur 5 axes, une stabilisation qui d'ailleurs était loin devant celle de la G5. Sony avait enfin réussi son pari en proposant un boîtier capable d'être bon en vidéo et en photo, parce que son capteur de 24 millions de pixels nous permettait d'obtenir des photos d'une excellente qualité avec une très bonne définition, là aussi très loin devant la G5 qui lui a été plutôt vendu comme étant un boîtier pour les vidéastes uniquement. Bref, pour toutes ces raisons, je me suis donc offert ma Sony A7 III que j'ai encore jusqu'aujourd'hui et en parfait état. De nombreux vidéastes ont switché dès la G5 vers la Sony, notamment les vidéastes du milieu de l'événementiel, juste grâce à son autofocus ultra performant. Pour toutes ces raisons, Sony avait repris les devants sur la G5. Elle a ensuite dominé les marchés jusqu'aujourd'hui malgré qu'il y ait de plus en plus de concurrents. Elle a réussi à conserver sa place tout en haut du panier en proposant des boîtiers de plus en plus ergonomiques avec de belles options et fonctionnalités, même si ces vieux démons des radins ne les quittent jamais. Bref, personnellement, j'ai une belle histoire avec Sony parce que je les ai toujours eu leurs boîtiers depuis mes débuts et c'est toujours un kiff de travailler avec encore aujourd'hui. Mais la question est, on est en 2023, soit 6 ans après la sortie de la A7 III, que vaut-il encore aujourd'hui? Faut-il l'acheter? À qui ces boîtiers peuvent encore être utiles? Première réponse à la première question, oui, ces boîtiers ont encore de la place sur le marché parce qu'encore aujourd'hui, tu peux les trouver disponibles dans différentes boutiques, que ce soit en ligne ou en physique. Donc pour te dire, oui, ces boîtiers ont largement de la place sur les marchés et je pense encore pour longtemps. Il ne faut surtout pas oublier qu'elle propose de la Full HD à 120 images par seconde, ce qui est tout de même très intéressant pour faire des très beaux ralentis super fluides. Elle fait également de la 4K 30 images par seconde. Alors certes, ce n'est pas de la 4K DCI, mais c'est tout de même une très bonne 4K qui a fait ses preuves ces dernières années. Même s'il est vrai que maintenant Sony a encore amélioré la qualité de ces 4K, mais la 4K de la Sony A7 III n'a rien à envier avec la 4K de la marque concurrente. Tu peux tout faire avec. Moi par exemple, j'ai fait des mariages avec, j'ai fait énormément de mariages avec, j'ai fait des concerts avec, j'ai fait des clips avec, j'ai fait des publicités, des vidéos corporation, excusez-moi pour le vocabulaire, l'anglais ce n'est pas ma bouche, ce n'est pas ma langue j'allais dire. Bref, pour toutes ces raisons, la Sony A7 III a vraiment de la place sur les marchés. On a ici une stabilisation intégrée sur 5 axes, ce qui est très utile même quand on est sur un gimbal et encore plus quand on filme à main levée. Son capteur plein format nous donne des vidéos avec un flux d'arrière-plan de très bonne qualité. On a 4 boutons personnalisables auxquels on va nous-mêmes lui donner les réglages de notre choix, ce qui est un avantage pour être encore plus rapide sur les terrains. La batterie tient très longtemps. Moi par exemple, il m'est arrivé de faire toute une journée de mariage avec 2 batteries seulement. Les profils d'image sont très intéressants, même s'il y a la S-Log 3 qui fait un peu n'importe quoi quelquefois, mais les autres profils sont vraiment bien faits et pensés pour de l'étalonnage en post-prod. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo auquel j'explique mes réglages avec ma Sony A7 III, je te laisserai les liens en description. Bref, si pour toi c'est pour faire des vidéos de mariage, de l'événementiel, des clips musicaux ou même de la vidéo corporation et que ton budget est en dessous des 2000 €, eh bien la Sony A7 III peut être utile pour toi. Sinon, tu as aussi la Sony A7C qui reprend tous les critères de la A7 III mais qui apporte en plus de ça quelques améliorations assez importantes. Conclusion, non, la Sony A7 III n'est pas erronée et oui, elle a toujours sa place dans les marchés de la vidéo et je pense encore pour longtemps. Voilà maestro, cette vidéo touche à sa fin. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Tu es libre de t'abonner, mais par contre les pouces bleus c'est obligatoire et là-dessus je ne rigole pas. Je te laisse mes infos en description. Petite nouvelle, j'ai créé un Discord qui va vous permettre
d'être tous là-bas. Ça va me permettre de reconnaître les abonnés fidèles, de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez besoin d'aide, je serai présent avec vous. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous avez un problème avec un logiciel, en tout cas tout ce qui va concerner l'audiovisuel, vous pouvez poser la question dans les Discord et l'un d'entre vous qui a peut-être déjà connu ces mêmes problèmes pourra vous répondre et vous aider à résoudre les problèmes avant même que je puisse en sortir une vidéo. Donc voilà, les liens du Discord est en description, rejoignez le Discord, on se revoit là-bas. Voilà maestro, ceci étant dit, ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vous êtes des maestros, sortez, faites des belles photos, faites des belles vidéos. Quant à moi, je vous dis bye tout le monde.